Quand vous êtes développeur, vous devez en effet développer les mécanismes qui permettent de garantir la consistance de la livraison que vous allez faire. Donc, vous allez appliquer le DevOps. Quand vous êtes opérationnel, vous devez mettre en œuvre toutes les astuces qui vont permettre de déployer l'application en continu. Donc, vous allez aussi faire du DevOps. Lorsque vous êtes ingénieur réseau, vous allez également faire en sorte que les modifications de pare-feu, de firewall, de route sur le routeur et tout soient aussi faites de façon automatique en déployant notamment votre configuration de façon automatique. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle du net DevOps. Lorsque vous allez également faire dans le domaine de la data, je sais qu'ils font souvent des clusters où ils font des calculs, etc. Il y en a par exemple, je connais des amis qui font la data et de l'IA, qui sont capables en fait de provisionner des nœuds qui vont donc permettre de tester leur modèle de machine learning et ils sont donc capables eux-mêmes de provisionner cette infra-là et donc de délivrer leur algorithme en fait aux clients et même d'avoir des environnements temporaires qui permettront de tester ce code ou cet algorithme-là et de vérifier qu'il est cohérent par rapport au cahier de charge. Et cela en continu, en continu. Donc en gros, tout le monde en fait l'applique dans son département en réalité. Souvent, il faut demander DevOps venant de quelle origine? C'est-à-dire développeur ou opérationnel ou réseau ou data ou même sécurité parce qu'il y a le DevSecOps. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Il y a le Net DevOps, il y a le DataOps et donc souvent quand les gens voient des annonces, en fait très souvent les annonces qu'on met c'est soit pour les développeurs ou soit pour les opérationnels. Très souvent. Donc ceux qui ont fait Admin 6, c'est souvent ceux qui sont concernés par ces annonces-là. Mais maintenant, un ingénieur data en effet qui fait du DevOps, ça va souvent être DataOps. Donc il faut bien lire l'annonce en fait pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais sauf qu'il y a souvent trop d'antagonisme, de bagarre entre les devs et les ops. Parce que quand ça ne marche pas en production, les ops disent vous avez codé de la merde. Et les opérations et les devs disent votre infra c'est de la merde, c'est votre côté parce que ça marche sur notre machine. Le but maintenant c'est de mettre tout le monde autour de la table en disant maintenant que vous voyez ce flux tendu-ci, vous saurez exactement qui a fait quoi, qui a commité tel code, pas pour incriminer, mais pour facilement faire les retours en arrière. C'était ça notre problème, nous les ops. C'est pour ça qu'on détestait les mises à jour. On détestait. Parce que les développeurs, tu vas voir quand ils installent les outils sur sa machine. Bon, je n'ai rien de particulier pour les développeurs parce que je sais qu'il y en a qui vont m'étaler dans les commentaires. Donc, moi, je n'ai rien contre les développeurs. Mais du coup, le problème, c'est que souvent, sur leur machine, ils installent les derniers outils. C'est pas leur faute. Mais quand ils vont sur Internet, ils téléchargent un outil, on lui donne la dernière version. Mais sauf que la production ne peut pas se permettre de courir derrière les dernières versions. Non. Le rôle des opérationnels, c'est d'assurer la stabilité du système d'information. Et c'est pour ça que fondamentalement, ils entrent en conflit avec les développeurs. Les développeurs sont toujours en train d'apporter des améliorations à leur code, tandis que les opérationnels sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs. Il y a Docker pour la containerisation, le packaging des applications. Il y a Kubernetes pour le déploiement de ces applications containerisées là à l'échelle. Donc on parle souvent de scaling, donc Kubernetes. Pour tout ce qui sera mis en place de pipeline, CI/CD, donc orchestrateur de déploiement et d'opération, on aura Jenkins et GitLab CI. Pour la partie déploiement d'infrastructures cloud ou d'infrastructures de façon générale, on peut avoir Terraform. Et ensuite, la configuration management, donc la gestion de la configuration des serveurs, mise à jour, déploiement des applications et tout. Ansible, par exemple. Donc ça, c'est les outils phares que l'on peut retrouver en fait en termes d'outillage qui permet aux équipes dev et ops d'être beaucoup plus productives. Beaucoup de gens font mes cours, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Easy Training, et ça se passe bien. Mais sauf que lorsqu'ils partent en entretien, ils n'arrivent pas en fait à défendre leur candidature en tant que DevOps junior. Ceux qui sont déjà en entreprise et qui font déjà du DevOps et qui ne maîtrisent pas juste bien la techno qu'ils ont vu leurs collègues implémenter, quand ils regardent mon cours, c'est bon. Mais sauf qu'il y a maintenant des profils juniors qui eux ont besoin de légitimité lorsqu'ils vont postuler. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a le bootcamp. Parce que dans le bootcamp, ils sont encadrés et on les prépare en fait aux situations d'entreprise et à ce qu'ils doivent dire, notamment lorsqu'ils seront face à des recruteurs. Parce que la première question qu'on va leur poser, c'est mais vous êtes trop junior, qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Bonjour et bienvenue sur Data Academy. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur cette chaîne Diran Tafen, qui est à la fois formateur la nuit, consultant le jour et surtout chef d'entreprise de l'entreprise Easy Training qu'il a fondée depuis quelques temps déjà. Donc, je suis Émilie Brenda et Charlotte, je te laisse parler de Data Academy. Merci Émilie, merci Diran.
comme l'a dit Émilie, en fait, aujourd'hui, on a un invité spécial. On ne va pas spoiler son parcours, on le laissera se présenter dans un second temps. Mais comme vous le savez, depuis un certain temps, on vous parle de Data Academy, qui est une plateforme de formation avec un espace dédié au podcast où on donne la parole à des spécialistes de la data. Notamment, nous en avons un aujourd'hui qui va nous parler de son parcours à la fois professionnel, mais aussi académique. Diran, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour des personnes qui vont te découvrir lors de ce podcast? La première chose, c'est que je dirais que je ne suis pas expert data. Moi, je suis expert DevOps. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de parler d'un peu de tout. Mais bon, je ne me présente pas comme ce que je ne suis pas. Donc, études en informatique, baccalauréat mathématiques. Donc, ensuite, 5 ans d'informatique. Et depuis lors, j'ai travaillé dans les ESN, comme la plupart des informaticiens et informaticiennes. Donc j'ai travaillé 2 ans en ESN et après je suis passé freelance et après j'ai été passionné par la formation. J'ai commencé à donner la formation et depuis 5 ans j'alterne entre consulting et formation, même si j'ai un coup de cœur pour la formation. Et je trouve que c'est un cercle vertueux, on se forme en pratique, et quand on enseigne encore, on apprend 2 fois. Donc c'est ce que je fais. Alors à un moment donné j'avais énormément de demandes, c'est pour ça que j'ai décidé de scaler, donc en créant l'entreprise Easy Training où j'ai embauché du coup des formateurs et des consultants qui vont donc donner des formations chez les clients et moi je coordonne un peu ces formateurs-là, je les forme à la pédagogie, à la prise de parole, à la motivation, mais aussi au niveau technique. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir déjà une plateforme de formation qui est Easy Training comme ça, ils se forment déjà dessus. Après je rajoute la couche pédagogique et ensuite ils peuvent aller réaliser les prestations. Donc c'est un peu ça mon quotidien. Je fais encore un peu de consulting parce que ça rapporte aussi. Voilà, rechercher du cash. Je voulais d'abord, avant de commencer à poser les questions, te dire qu'on est vraiment ravis de t'avoir sur du coup, c'est cette chaîne parce que je pense que tu es la première personne avec qui on a discuté quand on a décidé de lancer Data Academy. Et aujourd'hui, ça fait plaisir, 6 mois, 7 mois après, du coup, de pouvoir réaliser ce podcast avec toi. Plaisir partagé. Je vois que vous avez tenu, voilà, donc c'est déjà bien. Exactement. Donc moi, ma première question, c'était de savoir comment est-ce que tu as découvert le DevOps? Parce que c'est pas une chose courante quand on est en école d'ingénieur ou je sais pas, peu importe le parcours que tu as eu à faire, comment tu as fait pour découvrir le DevOps? Alors c'est vrai que maintenant le DevOps c'est un peu, je vais dire quoi, est devenu vraiment une commodité parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'informatique qui ont même des spécialisations en DevOps. Quand moi je faisais encore l'informatique, on ne distinguait que les métiers donc du développement, administration, système et réseau, sécurité, voilà, un peu data, etc. Donc c'est quand j'étais déjà en entreprise et je suis arrivé dans un projet où je me rendais compte que les cycles de développement étaient vraiment très rapides. J'avais jamais vu ça. Je me rendais compte que la qualité du code était vérifiée en continu, les déploiements étaient faits en continu, et moi j'intervenais sur la partie opérationnelle, et j'ai donc découvert certains outils, Ansible, Jenkins, et j'ai dit mais vraiment ces outils-là quand on les combine, ça nous permet de déployer beaucoup plus rapidement. Et là on passe à des cycles de déploiement d'1 fois par mois à 3 fois par jour. Donc c'est de là en effet que quand je me suis documenté, je me suis rendu compte que c'était la culture DevOps que nous étions en train d'appliquer et qui en effet a pour objectif d'améliorer donc la délivrabilité de l'application et bien sûr la production de l'application. Donc on essaie d'améliorer ce cycle-là afin de pouvoir bien sûr satisfaire le client in fine. Donc c'est vraiment lors de ma 2e mission en ESN que j'ai en fait découvert ce magnifique univers-là. Surtout que ça me permettait moi d'automatiser des tâches qui me cassaient la tête, en tout cas qui n'apportaient aucune valeur à ce que je faisais. Et donc je me suis rendu compte que c'est une pratique qui existait déjà. Et donc maintenant dès que les développeurs rajoutaient une nouvelle fonctionnalité, du coup nous on était capable en fait de la déployer immédiatement la même journée au lieu d'attendre une mise en production qui devait avoir lieu 1 fois par mois où on doit mettre tout le monde sur la table, on doit préparer déjà les incidents, les tickets, on doit tous être là autour de la table. Mais voilà, c'était beaucoup plus smooth et c'est là où j'ai vraiment découvert ça et j'ai décidé de continuer dessus. D'accord. Avant de parler de DevOps, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le DevOps? Est-ce que pour toi c'est un ensemble de pratiques ou c'est une combinaison de pratiques et d'outils? Comment tu définis aujourd'hui le DevOps? De nos jours, on dit que c'est un... Bon, beaucoup de gens disent que c'est un métier. Bon, ça c'est plus marketing, mais à la base c'est une culture en effet. Et comme je dis, ça vient résoudre en fait une problématique. La problématique était la suivante. Lorsque le développeur développait en effet son code, il devait attendre un certain nombre de temps pour que ça puisse aller en production. Et même lorsque ça partait en production, il y avait des incidents, etc. Donc on a réfléchi, on s'est dit, au lieu d'accumuler énormément de fonctionnalités
et ensuite déployer un gros morceau en production, on va plutôt essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un petit bout est développé, du coup, qu'il soit immédiatement déployé en production. Ainsi, s'il y a un incident, on sait exactement quel est le code qui a posé problème. Donc, on essaie de créer en fait ce flux tendu. Ce flux tendu existait en phase de développement parce que Jenkins existe depuis longtemps, c'est-à-dire l'intégration en continu. Je développe, je fais mes tests et mon code est testé en continu. Sauf qu'il y avait une barrière entre le développement qui était bien fait, mais sauf que nous, les ops, parce que moi je viens du monde des ops, on n'aimait pas faire les mises en production parce qu'on savait qu'il devait y avoir les incidents. Et c'est donc là où cette culture a dit on va casser cette barrière qui vous oppose en faisant en sorte que vous fassiez confiance en fait à ce que les développeurs font parce que vous savez qu'ils ont une certaine rigueur en termes de qualité de code, en termes de vérification, en termes de livraison, et eux ils savent comment est-ce que vous déployez, par exemple sur du Kubernetes, etc. Donc ils vont vous livrer leur application d'une façon qui va faciliter la mise en production. C'est donc cette pratique-là, en fait, cette culture-là qu'on a donc appelée DevOps. Maintenant, les outils viennent juste nous aider en fait à répondre à ce besoin-là d'automatisation, de fluidification. Donc, dès qu'on a une feature, directement on la voit en production. Et le client est content parce que c'est aussi lié à la compétitivité des entreprises. Si moi j'arrive sur un site et je me rends compte que j'ai demandé une fonctionnalité et après un mois c'est toujours pas là, je vais chez le concurrent. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est qu'à notre petite échelle d'informaticien, on ne voit pas l'impact. Mais de nos jours, il y a des clients qui vont sur un site, ils cliquent, dès que ça tourne 2-3 fois, ils partent chez le concurrent. Donc il veut une certaine réactivité du site. Il voudrait que s'il a demandé par exemple une feature ou un truc qui n'allait pas, demain quand il se réveille, en fait, il voit cette fonctionnalité implémentée. Donc c'est vraiment toujours pour satisfaire le client. Et il faut donc créer ce flux tendu entre le développement de la fonctionnalité et sa livraison en production. Donc le DevOps va donc contribuer à ça. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi le background pour devenir DevOps? Parce que du coup, tu nous fais comprendre qu'il y a Jenkins, qu'il y a de l'Ops, qu'il y a plein de choses. Mais finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis que dans les écoles, on forme désormais des DevOps. Oui. Mais pour ceux qui travaillent déjà et qui n'ont pas forcément été formés au DevOps, quels sont les prérequis selon toi? Alors, très bonne question. Pour moi, il faut être informaticien. Parce que quand vous êtes informaticien, forcément, vous êtes confronté à la problématique de livrer ce que vous avez produit. Quand vous êtes développeur, vous devez en effet développer les mécanismes qui permettent de garantir la consistance de la livraison que vous allez faire. Donc, vous allez appliquer le DevOps. Quand vous êtes opérationnel, vous devez mettre en œuvre toutes les astuces qui vont permettre de déployer l'application en continu. Donc, vous allez aussi faire du DevOps. Lorsque vous êtes ingénieur réseau, vous allez également faire en sorte que les modifications de pare-feu, de firewall, de route sur le routeur et tout soient aussi faites de façon automatique en déployant notamment votre configuration de façon automatique. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle du net DevOps. Lorsque vous allez également faire dans le domaine de la data, je sais qu'ils font souvent des clusters où ils font des calculs, etc. Il y en a par exemple, je connais des amis qui font la data et de l'IA, qui sont capables en fait de provisionner des nœuds qui vont donc permettre de tester leur modèle de machine learning et ils sont donc capables eux-mêmes de provisionner cette infra-là et donc de délivrer leur algorithme en fait aux clients et même d'avoir des environnements temporaires qui permettront de tester ce code ou cet algorithme-là et de vérifier qu'il est cohérent par rapport au cahier de charge. Et cela en continu. Donc en gros, tout le monde en fait l'applique dans son département en réalité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être informaticien. C'est ça la base. Maintenant, il faut voir ce que la culture DevOps peut t'amener et du coup, tu appliques en fait cela par rapport aux outils que tu utilises au quotidien. J'ai déjà utilisé Jenkins au quotidien, mais c'est juste qu'on l'a institutionnalisé pour jouer maintenant le rôle de flux tendu que là, tout le monde... Donc ça veut dire que si moi qui a été formé plus au côté dev, donc Java, Python, Scala, si moi demain je voudrais devenir DevOps, il n'y a aucune barrière possible, c'est ouvert. C'est ça en fait. Mais le problème c'est que, imaginons, tu vois une offre DevOps et tu vas postuler. Si tu vois une offre écrite ingénieur DevOps et tout, ça va être un peu compliqué de prime abord parce que c'est un terme galvaudé. Souvent il faut demander DevOps venant de quelle origine? C'est-à-dire développeur ou opérationnel, ou réseau, ou data, ou même sécurité, parce qu'il y a le DevSecOps. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Il y a le Net DevOps, il y a le DataOps, et donc souvent quand les gens voient des annonces, en fait, très souvent les annonces qu'on met, c'est soit pour les développeurs, ou soit pour les opérationnels. Très souvent. Donc ceux qui ont fait Admin 6. C'est souvent ceux qui sont concernés par ces annonces-là. Mais maintenant, un ingénieur data, en effet, qui fait du DevOps, ça va souvent être DataOps. Donc, il faut bien lire l'annonce, en fait, pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais souvent, quand on met DevOps, voilà, c'est souvent sur les devs, sur les admin. Même si le but, c'est juste d'améliorer la délivrabilité de la solution et le faire en continu. Et souvent, j'entends parler de DevOps infra et DevOps plutôt système. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence quand on dit...
Alors, DevOps infra et DevOps système. Moi, je les mets ensemble parce que ça vient du monde de l'opérationnel. Parce que lorsqu'on dit DevOps système, ce sont des personnes qui vont généralement gérer la configuration du parc informatique. Pas forcément le déploiement du parc, mais essentiellement la configuration. Imaginons j'ai 500 serveurs où il faut dessus installer du CentOS ou du Ubuntu, ensuite déployer peut-être un middleware, etc. Ça, c'est le DevOps côté système, parce qu'il va s'intéresser en fait à la couche système, donc à partir du système d'exploitation jusqu'à l'application, jusqu'au déploiement de l'application. Ensuite, celui que moi je peux donc considérer comme infra, c'est celui en fait qui va déployer l'infrastructure en elle-même, les outils de virtualisation. Donc il va se situer en fait dans la couche plus basse, les machines virtuelles. Donc il va vraiment descendre dans les couches, qui ça peut même aller jusqu'à l'infrastructure cloud. Donc notamment avec du Terraform ou ce genre de choses. Mais moi je ne dissocie pas souvent trop les deux parce que quelqu'un qui est admin 6, en fait, il fait de l'infra en gros. Mais pour moi, voilà, quelqu'un qui fait de l'infra devra en effet en même temps faire du système. Pour moi, c'est important. Diran, parfois, moi, j'entends dans certaines équipes dire que le besoin du DevOps, il est ponctuel. C'est-à-dire que le DevOps, c'est quelqu'un qui va venir finaliser une tâche. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les développeurs finissent le travail du dev, le DevOps, lui, va intervenir juste pour l'automatisation. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que le DevOps doit intervenir sur toute la chaîne de développement? Décidément, vous avez de très très bonnes questions. Bon, du coup, ce que vous devez comprendre en fait, c'est que lorsqu'on travaille sur un projet, généralement il y a les développeurs et les opérationnels. On dev et on déploie. Sauf que les deux équipes, ils sont souvent paresseux. Donc souvent, ils n'ont pas cette culture d'agilité et de flexibilité. Et surtout, les devs ne veulent pas sentir les ops et vice versa. Moi, je suis ops, j'aime pas sentir les devs. Donc en fait, il y a souvent quelqu'un qui va venir nous dire, en fait, vous savez que vous pouvez vous mettre sur le même outil pour que tout ce que les devs vont livrer, vous puissiez voir vous, et tout ce que vous avez déployé, en fait, les devs puissent voir. En fait, c'est souvent cette personne-là qui va aider à construire cette chaîne-là. Donc peut-être les équipes de base n'ont pas la connaissance. Il y a beaucoup d'opérationnels qui n'ont jamais fait de l'infrastructure as code. Qu'est-ce que j'entends par infrastructure as code? C'est le fait de piloter son SI au travers de code. Moi, je viens de l'univers de Windows Server. Bref, pour la gestion de l'authentification, etc., etc. Moi, je viens de cet écosystème-là. Nous, on ne touche pas de code. Donc, quand vous allez me dire que je dois déployer des microservices en écrivant du Terraform ou de l'Ansible, je veux dire, mais de quoi vous parlez? Mais sauf que c'est important que les opérationnels s'y mettent également. Et lorsque les développeurs vont voir que les opérationnels ne sont plus des manches sur l'écriture de code, même de type infrastructure, en fait, ça va amener cette cohérence-là parce qu'ils pourront travailler sur les mêmes outils. Et c'est pour ça qu'on dit que ça peut être un poste temporaire, parce qu'il vient juste pour créer cette cohésion et mettre en place les outils, aider les équipes à prendre en main les outils, et après il part, on n'a plus besoin de lui. Mais attention, parce que je le redis encore, pour moi le développeur doit upgrade pour devenir DevOps. L'opérationnel doit upgrade pour devenir DevOps. Donc quand cette personne qu'on appelle DevOps en fait part, en fait c'est parce que les autres ont implémenté maintenant le concept de DevOps. Ce que je veux dire, donc, il est venu un peu comme un formateur en gros. Il les a mis main dans la main, il a mis les outils pour qu'ils puissent travailler ensemble et après il est parti. Donc c'est eux maintenant qui vont faire évoluer la chaîne d'intégration continue et de déploiement continu. En gros c'est un peu ça. Mais maintenant il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas eu besoin de cette personne-là. Non, eux-mêmes ils ont vu l'évolution des technologies, ils ont vu qu'ils peuvent travailler ensemble et ils les ont mis en place. Mais souvent, comme je dis bien les équipes, les gens sont feignants. Mais du coup, on prend un consultant externe qui vient et qui n'est pas dans les conflits de politique entre les équipes et qui essaie de mettre tout le monde d'accord. C'est un peu ça. Moi, selon ta définition, j'ai l'impression qu'un DevOps, du coup, c'est une personne qui va récupérer le packaging d'un code et qui va, du coup, le pousser en production, soit à travers la chaîne de CI/CD, donc passer par GitLab et réaliser tout ce qu'il y a à réaliser, soit à travers du Kubernetes, je sais pas, et du Docker, et pouvoir pousser. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a autre chose à part ça? Je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir pour essayer de s'assurer qu'on ait une chaîne CI/CD et que les équipes Dev et Ops travaillent dans la main. Essentiellement ça. Mais comme je dis, la personne, on n'a pas obligé en fait, ça peut venir de l'équipe en interne. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont à des conférences et qui voient comment est-ce que ça a été implémenté ailleurs et qui viennent l'implémenter. Parce que les personnes en interne ont la capacité de le faire. Mais sauf qu'il y a souvent trop d'antagonisme, de bagarre entre les devs et les ops. Parce que quand ça ne marche pas en production, les ops disent « vous avez codé de la merde » et les opérations et les devs disent « votre infra c'est de la merde, c'est votre côté parce que ça marche sur notre machine ». Le but maintenant c'est de mettre tout le monde autour de la table en disant « maintenant que vous voyez ce flux tendu-ci, vous saurez exactement qui a fait quoi, qui a commité tel code, pas pour incriminer, mais pour facilement faire les retours en arrière. » Donc là même l'opérationnel, il est content parce qu'il sait qu'il verra arriver les releases et il sait comment les déployer. Un exemple simple. Vous avez un développeur, il travaille sur sa machine, il est installé Java 15 ou Java 20, alors qu'en production, il y a Java 10.
Quand on va dire maintenant à l'opérationnel que ce développeur-là, maintenant qu'il utilise Docker, en fait, tout sera packagé dans un conteneur. Tout ce qu'il faut sur le serveur de production, c'est Kubernetes. Et là, peu importe ce que le développeur a fait, l'application va se déployer. L'opérationnel est heureux et il dit au développeur, envoyez-moi vos codes, envoyez-moi vos codes. Là, c'est lui-même qui veut inciter au déploiement parce qu'on lui a dit en fait que maintenant c'est packagé, c'est testé et on a mis en place des couches qui permettent de s'abstraire des problématiques des environnements locaux des développeurs. Parce que c'était ça notre problème, nous les ops. C'est pour ça qu'on détestait les mises à jour. On détestait. Parce que les développeurs, tu vas voir quand ils installent les outils sur sa machine. Bon, je n'ai rien de particulier pour les développeurs parce que je sais qu'il y en a qui vont me tailler dans les commentaires. Donc, moi, je n'ai rien contre les développeurs. Mais du coup, le problème, c'est que souvent, sur leur machine, ils installent les derniers outils. C'est pas leur faute. Mais quand ils vont sur Internet, ils téléchargent un outil, on lui donne la dernière version. Mais sauf que la production ne peut pas se permettre de pourrir derrière les dernières versions. Non. Le rôle des opérationnels, c'est d'assurer la stabilité du système d'information. Et c'est pour ça que fondamentalement, ils entrent en conflit avec les développeurs. Les développeurs sont toujours en train d'apporter des améliorations à leur code, tandis que les opérationnels sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug. Imaginez une banque. Les gars, tu développes une fonctionnalité pour faire le virement instantané. Les gars vont refuser ça en production. Ils vont dire que non, nous on a notre virement 2 jours. Laissez-nous à vos choses de virement instantané. Parce qu'ils ont peur qu'ils intègrent la fonctionnalité, rien ne marche. Ouais. On va taper sur Mais qui? il On va taper y a le directement sur les versionning, il y a le opérationnels. versionning, ils peuvent toujours revenir à une version plus stable. Ils ne comprenaient pas ça. Maintenant, avec Kubernetes, on sait qu'en 2 secondes, on revient sur la version précédente. Donc, les opérationnels vont dire, envoyez-nous les nouvelles améliorations. Vous ne serez pas surpris que les néobanques font beaucoup mieux que les banques traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà agiles dès la base. Il y a des principes qu'elles implémentent. Chaque jour, je vois de nouvelles choses apparaître sur l'interface des néobanques. Parce qu'ils travaillent déjà dans le cloud, ils ont des environnements flexibles, agiles, performants. Forcément, c'est mieux. Alors que les banques legacy, c'est très difficile de faire bouger ces mastodons-là pour les amener en effet à implémenter ces solutions. Souvent, quand je fais des audits dans des banques, même en Suisse et tout, quand je vois les infras, je dis que si vraiment quelqu'un touche ça, ça peut se casser, c'est-à-dire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est un peu ça en fait le truc, c'est vraiment d'amener cette réconciliation. Ça peut venir de l'interne, mais souvent on peut aussi avoir des consultants qui viennent mettre en place. Et souvent, le consultant même qui vient de l'extérieur, c'est même pas souvent un consultant technique. C'est souvent une personne qui vient du monde du management, de l'agilité. Il vient un peu expliquer aux équipes qu'il faut travailler main dans la main. Parce que les outils, on va former les équipes techniques dessus. Mais tant que les deux n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler main dans la main, les ops et les devs, ça marche pas. Donc c'est un peu ça en fait. Mais comme dans les équipes, il n'y a pas souvent les gens qui connaissent ces outils. C'est pour ça qu'on fait souvent venir des personnes de l'extérieur, donc les ESN du coup. Vous avez des ESN par exemple qui sont spécialisés dans le DevOps, spécialisés dans le cloud, et on fait souvent appel à leurs consultants en fait pour intégrer les équipes legacy. Je travaille souvent dans des grands groupes où les équipes réseau par exemple ne veulent pas entendre parler de Terraform ou de versionning de code. Donc, eux, ils ne connaissent que Cisco et les trucs où ils vont à la main dessus. Pour vous dire à quel point, donc on est obligé de faire donc appel à des ingénieurs net DevOps qui sont capables en effet de gérer le réseau as code et donc de tout automatiser et surtout de tracer tout ce qui est réalisé parce que comme c'est de l'infrastructure as code, l'ensemble des opérations qui sont faites sont écrites sous forme d'instructions. Et aujourd'hui, quels sont les outils qu'un DevOps utilise au quotidien? Alors, bonne question. Il y en a tellement, Ouais, mais je peux citer les plus utilisés que j'ai pu constater. Donc, il y a Docker pour la containerisation, le packaging des applications. Il y a Kubernetes pour le déploiement de ces applications containerisées là à l'échelle. Donc, on parle souvent de scaling, donc Kubernetes. Pour tout ce qui sera mis en place de pipeline, CI/CD, donc orchestrateur de déploiement et d'opération, on aura Jenkins et GitLab CI. Pour la partie déploiement d'infrastructures cloud ou d'infrastructures de façon générale, on peut avoir Terraform. Et ensuite, la configuration management, donc la gestion de la configuration des serveurs, mise à jour, déploiement des applications et tout. Ansible, par exemple. Donc ça, c'est les outils phares que l'on peut retrouver en fait en termes d'outillage qui permet aux équipes dev et ops d'être beaucoup plus productives. Ça fait quand même un peu d'outils, non? Comment est-ce qu'on arrive à assembler tous ces outils-là pour avoir un livrable final qui fonctionne? Alors, comment ça marche en vrai? C'est une bonne question. En fait, il faut savoir que chaque département, chaque équipe en fait a ses outils. C'est pas tout le monde qui fait tout. Moi, je suis opérationnel, donc les outils qu'il me faut maîtriser en fait, c'est Ansible, Terraform et GitLab. Par exemple, ces trois-là me suffisent en mission. Parce que Terraform, je provisionne les machines virtuelles. Ansible, je déploie l'application dessus. Voilà. Et avec GitLab, en fait, j'automatise simplement le processus de provisioning des environnements et de déploiement de mon application. Avec ça, déjà, je suis bon. Maintenant, les développeurs,
eux, ils vont encore ajouter d'autres couches. Ils doivent connaître Jenkins, ils doivent connaître Docker, éventuellement, pour containeriser leur application. Ils doivent connaître aussi toute la partie test en continu pour ceux qui font du Java, avec tout ce qui est JUnit, ce genre de choses. Mais voilà, on va dire que c'est des outils qui font partie de leur métier, hein. Mais souvent, pour upgrader, ils sont obligés d'apprendre en fait des outils beaucoup plus récents. C'est ça en fait la différence. C'est que nous, par exemple, administrateurs système, on a longtemps travaillé avec les machines virtuelles. Maintenant, on nous a dit qu'il faut passer au conteneur. Donc, il a fallu apprendre Docker et après Kubernetes. C'est un peu ça en fait. Et comment on se forme en 2023 quand on veut devenir On se forme DevOps? chez Easy Training, première chose. Mais comment est-ce qu'on se forme? Grosso modo, le processus, je pense qu'il est assez simple. Il y a beaucoup de formations qui existent sur Internet. Mais la difficulté que les gens ont, c'est que lorsqu'ils veulent se former, ils ne cherchent pas une formation qui répond à son métier. Il y a des gens qui sont venus me voir, ils venaient de l'informatique de gestion. Je leur ai dit non, ma formation n'est pas faite pour vous, ma formation est faite pour vous. En fait, il faut trouver une formation qui Très sincère. se base en fait sur vos prérequis. Moi, je forme les gens qui viennent du monde du dev et du monde de l'administration système. Même pas réseau, administration système. Donc, ça veut dire que, il faut déjà trouver les formations qui viennent en fait de leur domaine d'expertise de base. Maintenant, il y a ceux qui font de la reconversion. Ça, je ne parle pas d'eux. Moi, je parle dans un premier temps de ceux qui sont déjà informaticiens et qui veulent faire du DevOps. Il faudrait déjà qu'ils essaient de voir dans leur domaine d'expertise qu'est-ce qu'il faut connaître faire. Pour ceux qui font du réseau, je vais leur dire de chercher à faire du net DevOps. Pour ceux en effet qui viennent du monde du dev et de l'ops, je leur dirais en effet venez faire du DevOps. Maintenant, pour ceux qui viennent du monde du dev et de l'ops, je leur dirais tout simplement de suivre un cursus qui leur permet de mettre en place une chaîne complète automatisée CI/CD. C'est-à-dire, j'ai une application qui a été développée. Qu'est-ce que j'en fais? Je teste en continu, je compile en continu, je scanne en continu, je containerise en continu, je publie mon image en continu et ensuite, je la déploie sur un environnement de staging en continu, en pré-prod et en production sur un cluster Kubernetes. Sur un environnement que j'aurais provisionné par exemple dans le cloud. Donc si j'arrive à mettre en place cette chaîne-là, peu importe les outils, en fait, j'ai compris ce qu'on attend dans un SI, donc dans un système d'information moderne. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je dois chercher en fait une formation qui réponde à ça. Le problème c'est que les gens comprennent même cette problématique, mais sauf qu'au niveau des formations, il peut prendre une formation de quelqu'un qui qui est décorrélé par exemple de celui qui va faire la CD. C'est-à-dire, il veut un cours de CI, et sauf que la CD est complètement décorrélée et c'est pas très cohérent. C'est pour ça que je dis souvent aux gens en fait que quand vous cherchez des formations, faites tout pour que ce soit le ou les mêmes formateurs et qui ont un peu le même background. Bon, l'avantage à Easy Training, c'est que c'est moi qui ai tout fait, donc ils savent qu'ils auront la même façon de faire surtout. Et du coup, c'est ça aussi un avantage, c'est que quand je parle par exemple de Kubernetes, en fait, c'est moi qui ai donné le cours de Docker. Je sais ce que je lui ai donné dans Docker et je sais quel est l'objectif que je souhaite qu'il fasse. S'il part sur un cours généraliste, il risque de voir trop de choses qui en réalité ne l'aideront même pas en entreprise. Donc, c'est facile de définir le parcours à suivre, mais c'est difficile de trouver la formation qui va respecter les canevas en fait que j'ai indiqués là. Vraiment garder une certaine cohérence. Et c'est pour ça que les gens prennent souvent, et surtout que mes formations se vendent souvent beaucoup, parce que en fait les gens arrivent à trouver un package qui a tout. Et c'est ça l'enjeu. Les gens veulent un cursus. Ils ne veulent pas un cours de Docker de celui-ci, un cours de GitLab de celui-ci. Non, ils voudraient vraiment trouver quelque chose qui a un fil conducteur. Et du coup, comme ça, ils arrivent à s'en sortir. C'est ce que je pensais aux gens. Et j'avoue que moi, ce qui m'a surpris dans tes formations, c'est qu'en plus d'avoir le site de formation qui est dédié, du coup, tu offres également chaque 3 mois, je crois, des séances de formation en direct. Des bootcamps, tu veux dire. En direct, c'est à distance. Exactement, des bootcamps où du coup les participants pourront gratuitement travailler avec toi sur différents outils. Les bootcamps ne sont pas gratuits. Là, les bootcamps ne sont pas gratuits, mais on a les formations gratuites. Alors, du coup, parce qu'il y a d'abord les formations que les gens font sur le site. Beaucoup de gens font mes cours, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Easy Training, et ça se passe bien. Mais sauf que lorsqu'ils partent en entretien, ils n'arrivent pas en fait à défendre leur candidature en tant que DevOps junior. Ceux qui sont déjà en entreprise et qui font déjà du DevOps et qui ne maîtrisent pas juste bien la techno qu'ils ont vu leurs collègues implémenter, quand ils regardent mon cours, c'est bon. Mais sauf qu'il y a maintenant des profils juniors qui eux ont besoin de légitimité lorsqu'ils vont postuler. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a le bootcamp. Parce que dans le bootcamp, ils sont encadrés et on les prépare en fait aux situations d'entreprise et à ce qu'ils doivent dire, notamment lorsqu'ils seront face à des recruteurs. Parce que la première question qu'on va leur poser, c'est « Mais vous êtes trop junior, qu'est-ce que vous avez concrètement fait ?» Et donc, l'objectif du bootcamp, c'est donc qu'ils puissent avoir un portfolio pour justifier du fait qu'ils ont résolu des problématiques d'entreprise. Donc, quand ils partent en entreprise, ils ne peuvent pas dire « J'ai fait Docker », ça n'a aucune valeur. Je suis capable de containeriser une application pour des besoins de portabilité, de traçabilité, de scalabilité. Et j'ai par exemple fait la containerisation d'une application Java, Python, avec telle contrainte
pour découpler mon application qui était à la base monolithique. Et là, il dit, j'ai utilisé Docker. Et que Docker, c'est la conséquence. Donc, c'est ça en fait dans le truc du bouton. C'est que les gens puissent se vendre. Je pense qu'il y a des gens qui vont tricher Éventuellement, voilà. Et qui vont l'utiliser. Voilà. Donc, si ça peut aider, ça c'est gratuit par contre. Mais oui, c'est ça en fait l'objectif du bootcamp. En fait, c'est vraiment pour qu'en 3 mois, les gens puissent être prêts à aller postuler en fait en tant que DevOps, vraiment sans avoir le syndrome de l'imposteur. C'est ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, malgré le cours, quand je passe les entretiens, ça ne passe pas, etc. Je dis ok, bon, on va donc faire ce bootcamp-là. Maintenant, il y a les formations gratuites de découverte. On en fait toutes les semaines, que ce soit du Docker, du Jenkins, etc. On en publie tellement, et donc du coup, ça permet aux gens de découvrir en fait la technologie. C'est généralement du lundi au vendredi. Cette semaine, je crois qu'on doit avoir 3 formations gratuites, GitLab, etc. Donc voilà, les gens viennent découvrir, et après quand ils veulent aller plus loin, ils peuvent prendre des abonnements sur le site s'ils veulent travailler en autonomie, ou alors venir au bootcamp, etc. Donc on essaie vraiment de démocratiser au maximum. Donc les formateurs, par exemple, que j'ai eu à embaucher, chaque soir donc animent ces formations-là gratuites de découverte. Ça permet aux gens de savoir un peu de quoi est-ce que la technologie parle. Et c'est des formations de combien de temps ça dure? Généralement, c'est 5 heures. C'est-à-dire, par exemple, introduction à Docker, donc du lundi au vendredi, de 20h30 à 21h30. Voilà. Ils découvrent Docker, le formateur présente et tout ça. Donc voilà. Ça permet aux gens de découvrir et de savoir si vraiment ça les intéresse ou pas. Et s'ils veulent aller plus loin, voilà. Et vraiment, notre but, c'est de multiplier ce genre d'initiatives de formation gratuite parce que ça a énormément de succès. Et on souhaite aussi le faire sur d'autres domaines. Par exemple, là, on travaille avec une personne qui fait dans le monde du testing. On va aussi en faire. Voilà, on a le temps pour et ça ne nous coûte pas grand-chose de le faire. Donc voilà. En même temps, ça permet... Voilà. Et ce qui est aussi choquant, c'est que tes formations, on pourrait croire qu'avec le background que tu as, avec les différents formateurs qui font partie du coup de ton équipe, que les formations coûteraient 1 000 €, 2 000 €, comme on en trouve souvent pour des formations sur le Bitcoin, etc. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est vrai que... Pour avoir consulté ton site, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Donc, j'encourage les gens vraiment à aller consulter et ne pas avoir pour peur l'instant. Du montant. Et j'aime bien dire que Easy Training a pour objectif de permettre aux gens de découvrir s'ils peuvent faire ce métier ou pas. Parce que avant d'aller s'inscrire dans un centre de formation et payer 7 000 € pour faire une reconversion ou une formation DevOps, je dis souvent aux gens mieux vaut aller payer 100 € pour découvrir le métier. Et si tu n'arrives pas à comprendre ce que mes formateurs t'apprennent dans ces vidéos, même si tu pars en centre de formation, tu ne vas pas comprendre. Parce que le temps que nous on met à t'expliquer certains concepts, je ne suis pas sûr qu'en centre de formation, ils feront pareil. Donc on dit aux gens, venez découvrir à bas coût, venez apprendre à bas coût avant d'aller dépenser 7 000 € dans un centre de formation. Voilà, donc c'est aussi l'objectif là des plateformes. Tout à fait. En fait, du coup, tes formations, elles sont destinées qu'à des particuliers ou ça vous arrive d'aller intervenir dans des entreprises? Est-ce que dans votre portefeuille client, vous avez des entreprises également? Alors oui, c'est vrai que, in fine, YouTube et Udemy m'ont beaucoup aidé parce que j'ai des gens qui ont fait mes formations sur Udemy et ils ont dit à leur boîte qu'on veut ce gars, c'est pour venir nous former. Du coup, ça m'a permis de partir dans plusieurs pays, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire. J'ai découvert des gens comme ça. Donc, effectivement, il nous arrive d'aller intervenir en centre de formation. Dans les entreprises, nous sommes centre de formation parce qu'il y a des centres de formation qui nous contactent du coup pour des formations. Voilà. Parce que, sans nous vanter, on est excellent quand même. Sans quoi l'excellence ne se cache pas. On est excellent. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on est cher. Nos clients nous disent vous êtes cher, mais vous êtes excellent. Donc voilà. Moi, quand une formation n'est pas excellente, je dis aux clients qu'ils ne me payent pas. Donc moi, si à la fin de la formation, les gens n'ont pas les larmes qui coulent des yeux, je ne paye pas. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait notre philosophie en fait. C'est vraiment ça. Et avec ce train de vie, on se demanderait mais comment tu fais pour allier à la fois les formations, le consulting, la gestion de l'entreprise et rester encore debout et ne pas avoir des cernes au visage? Alors. Debout, c'est vrai que je suis beaucoup assis, je suis pas debout, mais les cernes, j'en ai eu pendant longtemps. J'ai aussi beaucoup travaillé ma productivité et j'ai aussi essayé, comme je peux, de m'organiser avec aussi la vie privée, familiale et tout. C'est pas évident, mais je veux dire, j'ai investi du temps au bon moment. C'est-à-dire, quand je n'avais pas encore beaucoup de charges familiales et tout, etc., mais du coup, je me suis concentré à produire énormément de contenu. Je ne dormais pas parce que toutes mes formations, en tout cas, les formations qui ont le plus marché, les premières que j'ai faites, ça fait 4 ans, pendant le confinement, même pendant la Covid et tout. C'est là où j'ai fait beaucoup de formations. C'est en fait le premier investissement que j'ai fait et qui était très important. Ensuite, après, ça reste du maintien. Mais sauf que j'ai eu tellement de demandes à un moment donné que j'ai été obligé de scaler, d'où les formateurs que j'ai donc embauchés en fait ici en France et également sur le continent africain et
qui anime aussi les formations pour moi. Quand on dit par exemple les formations gratuites, c'est plus moi qui les anime. Les bootcamps par exemple, je n'en anime que certains parce qu'on a là on a la 16e promo, on a près de 2-3 promotions en parallèle, donc ça ne peut pas être partout. Et en effet, c'est pour ça qu'il a fallu transmettre voilà, les connaissances, la pédagogie, les capacités techniques, etc. Et depuis, je pense, 2 ans, je n'anime même plus du tout, hein, c'est-à-dire je n'anime plus des formations. J'enregistre, oui, des formations pour easytraining.fr, mais je suis plus en consulting depuis 2-3 ans parce qu'il faut aussi que je me recycle, que je vois ce qui se passe sur le terrain pour que les formations soient toujours aussi exceptionnelles. D'ailleurs, Donc, c'est un peu ça. c'était l'une des questions que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu fais justement pour rester toujours à l'ordre du jour avec la veille technologique, avec Tout à tous fait. les outils qui viennent tout le Mhm. temps se présenter sur le marché. C'est ça. Ouais, c'est le consulting, c'est en cherchant des missions, en allant chez les clients, en regardant ce qui se passe. Et quand je regarde, je m'intéresse à la techno, après je vais creuser, je vois combien ils ont implémenté. Et alors, moi je capitalise sur tout, c'est-à-dire quand je vois une techno chez un client, j'apprends à l'utiliser, Ouais. je lis quelques livres dessus, donc notamment sur Orioli, que je conseille aux gens. Et après j'enregistre une formation dessus.